Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. La jeune pousse de l'impact qui monte. Joseph Chouefati, CEO et cofondateur de Goodvest. Alors Goodvest, pour revenir un peu à la jeunesse du projet, donc j'ai eu l'idée pendant le premier confinement. En fait, je cherchais une solution pour investir ce qui me restait de mon prêt étudiant de manière durable, et je fais un peu de crowdfunding, etc. Mais pour les placements liquides, je trouvais très difficilement en fait des fonds ou des ETF qui excluaient les énergies fossiles et qui respectaient l'accord de Paris. Et je me suis rendu compte que c'était un vrai travail de fourmi qui nécessitait une équipe vraiment d'experts. Et donc, je me suis dit qu'il y avait une opportunité pour trouver des solutions pour les particuliers. Donc, c'est comme ça que le projet est né. Il y a 4 ans, j'ai rencontré Joseph à un événement de France FinTech avec le projet de créer une FinTech et de devenir une référence crédible dans la finance durable. J'observe depuis la progression de la start-up, la création du premier produit d'assurance vie, puis l'assurance pour mineurs, puis le PER, puis la levée de fonds avec entre autres Ring Capital. C'était le bon moment de faire un état des lieux de Goodvest depuis son lancement, mais aussi l'occasion de détailler les mises à jour des labels ISR et de l'encadrement SFDR. J'avais envie de regarder de plus près la méthodologie développée par la start-up pour sélectionner les fonds de ses clients, les partenaires et les distributeurs. Vous allez voir que le chemin parcouru est assez épatant. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Joseph. Bonjour Solène. Merci de me rejoindre pour un café. Après toutes ces années, en fait, ça fait 4 ans que je t'ai rencontré, juste au tout début de Goodvest, avant même que ça s'appelle Goodvest. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter à notre audience ? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Joseph Chouefati. Je suis le cofondateur et CEO de Goodvest. J'ai 26 ans, effectivement. On s'est rencontrés à 4 ans. Je crois que c'était à France FinTech. Ouais. Au tout début de Goodvest. Ouais. Que j'ai créé, en fait, directement à la sortie de mes études, à la sortie du Covid également. Donc, j'ai fait un master XHEC Entrepreneur. Et en fait, c'est dans ce cadre-là que j'ai créé Goodvest à la fin de ce master. Et avant, tu étais dans les soirées parisiennes, c'est ça ? On en discutait un petit peu en off, effectivement, avant le podcast. Alors, avant, j'ai fait l'école hôtelière de Lausanne, en fait. Ah, je savais pas ça. Excellent. Donc voilà, une école de commerce qui est orientée vers le secteur de l'accueil, hôtellerie, restauration, événementiel. Ouais. Et donc, j'avais eu mes premières expériences entrepreneuriales en parallèle, où en fait, j'organisais une trentaine d'événements à Paris, principalement des soirées étudiantes, où en fait, je mettais des BDE d'écoles ensemble. Donc, je louais un lieu, je les rassemblais, et ça fait une trentaine d'événements, entre 200 et 2000 personnes. Donc voilà, c'était un premier pied dans l'entrepreneuriat, on va dire. Super. Alors, depuis qu'on s'est parlé pas mal de fois depuis, mais Goodvest, quand même, respecte toujours cette vision d'investissement dans des fonds durables. Donc, j'avais envie de parler avec toi, tout d'abord, de greenwashing. Voilà, commencer avec ça, avec toi. Que tu nous définisses ce que c'est pour toi que le greenwashing dans l'environnement spécifiquement des fonds d'investissement. C'est hyper vaste, mais je pense que c'est important qu'on s'y arrête un petit peu. Bien sûr, il y a énormément de greenwashing en finance, donc tu fais bien de relever le point. Il y a beaucoup de chiffres qui montrent ça. Il y a aujourd'hui 0,2% des fonds d'investissement qui respectent l'accord de Paris. Donc on voit que la finance, tout comme l'économie en général, n'a pas encore vraiment pris le pas de la transition écologique. Et il y a énormément de greenwashing. On pourra en parler un peu plus tard, mais il y a des labels, il y a des appellations, il y a de la réglementation SFDR. Donc il y a énormément de sujets. Ce qui fait que à ça ajoute beaucoup d'opacité. Ce qui fait que c'est très compliqué pour les particuliers de s'y retrouver, et même pour les professionnels qui sont un petit peu perdus avec les évolutions de réglementation qui sont quasiment hebdomadaires en fait. Donc il y a des changements en permanence. Et aujourd'hui, beaucoup de fonds qui ont une appellation durable sont en fait pas si durables que ça et peuvent financer par exemple des géants dans les énergies fossiles. Ouais. Donc on se retrouve avec des fonds qui s'appellent Climate quelque chose, Net Zero Ambition quelque chose, qui au final ont dans le top 5 des sociétés qu'on peut citer, Shell, Total Energies, BP. Et on retrouve la même chose en fait avec des fonds qui sont labellisés. Alors ça va changer heureusement avec la réforme d'un des labels, donc le label ISR, qui est le principal label en France. Mais ça pose quelques problèmes. Et c'est très présent à tel point qu'avant la réforme du label, on avait près de 90% des fonds labellisés ISR qui investissaient dans les énergies fossiles. C'est énorme. Donc c'est énorme. Et autre étude qui a été publiée par la Banque de France qui explique qu'en fait, si on choisit un fonds labellisé ISR au hasard, on a en fait 47% de chance, donc quasiment une chance sur deux, que ce fonds soit même moins vert qu'un fonds non labellisé ISR. Incroyable. Et comment ça s'explique ça ? Ça s'explique par le fait qu'il n'y avait pas de critères en fait sérieux
pour être labellisé ISR, il fallait en fait avoir un reporting et avoir une certaine méthodologie, mais en fait aucune exigence d'exclusion sectorielle, de diminution de l'empreinte carbone. Et c'était en fait un argument marketing en fait. Donc tous les fonds qui souhaitaient l'être pouvaient être labellisés ISR assez facilement et assez rapidement. Ce qui fait qu'on se retrouve avec plus de 1200 fonds labellisés ISR. Et avec 600 qui faisaient pas bien leur boulot, quoi. Voilà, exactement. Et qui faisaient vraiment même moins bien leur boulot, en fait, que des fonds non labellisés. Quel impact ça va avoir sur les investisseurs, le fait qu'il y ait vraiment ce manque de transparence et de confiance ? Il y a un manque de crédibilité assez général de l'investissement responsable, à tel point que les meilleurs élèves sont souvent mis maintenant dans le même panier que les moins bons parce qu'il y a une perte de confiance et de crédibilité. Donc des acteurs qui vont être très engagés et assez exemplaires, comme par exemple Mirova, Goodvest, etc., peuvent être mis dans le même panier que des articles qui ont fait le tour d'Internet sur la finance verte qui n'est pas si durable que ça. Donc il y a un vrai enjeu de crédibilité sur le secteur. Tu vas avoir une méfiance très forte de la part des investisseurs particuliers, des personnes comme toi et moi. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font concrètement ? Est-ce qu'ils vont vers d'autres classes d'actifs ? Est-ce qu'ils vont investir dans du non-coté ? Sur quelle solution de repli ils vont aller, typiquement, ces investisseurs ? Aujourd'hui, c'est assez compliqué d'avoir des solutions de repli, surtout qu'il y a énormément d'opacité. Donc, très souvent, ils ne savent même pas, en fait, en tant que particulier, ils ne savent même pas que leur investissement n'est pas forcément durable. Nous, on a souvent des anecdotes où, en fait, des clients nous comparent et nous ont mis en face la proposition exactement qu'ils pouvaient avoir dans leur banque traditionnelle. Et en fait, c'est vrai que les conseillers ne sont absolument pas formés. Alors déjà, c'est des conseillers qui sont très généralistes et qui ne sont pas forcément des spécialistes de l'investissement, parce qu'ils doivent aussi faire du crédit, de la carte, etc. Alors quand on va sur l'investissement responsable, là, ça devient vraiment des novices, y compris dans les agences bancaires. Et donc, les labels ne sont pas forcément connus, la réglementation CFDR non plus. Donc, parfois, les clients s'y connaissent bien mieux en climat que les conseillers. Mais il n'y a pas. Donc, avec MiFID 2, tu es quand même obligé d'évaluer ton appétence, l'appétence de ton client sur les sujets de durabilité. Est-ce que ça n'a pas favorisé justement l'amélioration, la transparence dans le secteur ? Alors oui, ça c'est clair que c'est une bonne chose. Après, il faut avoir en tête, si on reste sur le sujet des agences, que la réglementation n'est pas forcément respectée. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui sont faites, des visites mystères qui sont faites par exemple de l'AMF dans des agences bancaires, pas seulement pour les sujets de durabilité, mais par exemple pour des sujets de transparence sur les frais ou sur le devoir de conseil, qui relèvent qu'en fait, dans la majorité des cas, la réglementation n'est pas respectée. C'est dingue. Donc, sur des sujets qui sont encore plus récents comme MiFID 2, effectivement, il n'y a pas... C'est une bonne chose. Et en fait, en demandant aux clients, est-ce que vous êtes sensible aux enjeux environnementaux, est-ce que vous préférez investir dans le social, est-ce que le rendement, comment est-ce que vous positionnez la priorité du rendement dans vos critères de choix d'investissement, on peut se retrouver avec des fonds proposés qui sont censés être durables et en fait qui sont moins durables que des fonds qui ne sont pas labellisés. Et heureusement, ça va changer, mais ça évolue très lentement aujourd'hui. Alors, tu parlais des fonds donc SFDR avec les fonds articles 8, 9, le label ISR. On a quand même entendu qu'il allait y avoir des changements réglementaires sur les fonds articles 8 et 9, la typologie de ces fonds-là. Est-ce que tu pourrais revenir dessus et puis peut-être aussi faire un focus sur la France avec ce label ISR, qui est un label français. Effectivement, le label ISR, c'est un label qui a presque 10 ans, donc qui a été créé par Bercy pour permettre aux particuliers d'identifier les fonds qui sont plus durables que les autres. Ce label, il n'a pas évolué en fait sur les 8 dernières années et il avait des critères de base qui étaient assez peu exigeants parce qu'à l'époque, les enjeux environnementaux étaient peut-être un petit peu moins importants qu'aujourd'hui et donc il n'y avait pas d'exclusion des énergies fossiles ou autres. À tel point qu'en fait le label ISR a énormément perdu en crédibilité à la fois auprès des particuliers et des professionnels. D'ailleurs, on a fait une enquête avec Goodvest sur le sujet qui a interviewé un peu plus de 1000 particuliers pour leur demander est-ce qu'ils jugeaient pertinent le fait de faire une réforme pour transformer le label ISR et le rendre plus exigeant. Effectivement, les 2/3 des particuliers ont jugé que c'était vraiment nécessaire. Et donc désormais, il va y avoir des vrais critères d'exclusion des énergies fossiles dans les fonds labellisés ISR. D'accord. On va avoir en fait deux exclusions, une exclusion complète des énergies fossiles non conventionnelles et également une exclusion de toutes les entreprises qui sont impliquées dans les nouveaux projets d'exploration, d'extraction d'énergie fossile. Okay. Et donc la conséquence de ça, c'est qu'on a aujourd'hui à peu près la moitié des fonds labellisés ISR qui vont devoir évoluer ou perdre leur label. D'accord. Ok. On parle quand même de 600 milliards d'euros d'encours de fonds.
Ouais. qui vont devoir, en tout cas, sur une partie de leurs allocations, faire les arbitrages pour sortir ces géants des énergies fossiles. Top. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est une bonne nouvelle à la fois pour l'investissement responsable et c'est aussi une bonne nouvelle pour la crédibilité de la finance verte. Ouais. Parce qu'il commençait à avoir vraiment un souci avec ça. Et effectivement, les étiquettes, c'est quand même une manière de donner de la crédibilité aux fonds. Et si elles ne sont pas crédibles, forcément, la finance verte en général est moins crédible. Donc c'est une très bonne nouvelle, effectivement. Et pardon, je t'ai interrompu. Non, je voulais juste finir en disant que les fonds ont 1 an pour faire les arbitrages nécessaires et pour se conformer aux exigences du nouveau label. Et comment ils s'organisent ? Comment s'organisent toutes ces sociétés de gestion pour se mettre... parce que j'avais vraiment creusé le sujet avec Philippe Zawati, qui est le CEO de Mirova. C'est quand même pas de la tarte d'avoir les bons analystes, d'avoir des process qui intègrent tout de suite ces sujets-là. Comment est-ce que... Enfin, t'es pas dans ces boîtes-là, mais comment est-ce que tu penses qu'ils vont s'y prendre ? Alors, généralement, effectivement, Mirova, déjà, c'est vrai que s'ils considèrent que c'est difficile, pour les autres, ça va être encore plus difficile parce que c'est quand même une société de gestion qui est experte du sujet depuis plusieurs années. Alors, généralement, elles ont des équipes dédiées, des équipes d'analyse ISR. On a des analystes ISR, on a des gérants ISR. Et en fait, c'est vrai que l'analyse extra-financière, c'est aussi compliqué, voire plus compliqué que l'analyse financière parce qu'il y a encore plus de paramètres à analyser. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir des équipes dédiées, il faut avoir des fournisseurs de données, comme d'ailleurs on en a chez Goodvest pour analyser les fonds, qui sont spécialistes des sujets de biodiversité, d'empreinte carbone ou de droits de l'homme si on explore d'autres aspects que le E de ESG. Et donc c'est vraiment comme ça qu'elles s'organisent. Et il y a aussi des exigences plus juridiques avec des reporting dédiés, etc. Donc c'est vrai que c'est un investissement et c'est un travail qui est très conséquent, même sûrement plus conséquent que l'analyse financière. Pour SFDR, rapidement, même si ça n'est pas du tout abouti et qu'on est encore dans les discussions, est-ce que tu pourrais résumer quelles sont les différentes pistes d'évolution ? Effectivement, donc il y a une grande consultation qui a été lancée là assez récemment pour la réforme de la réglementation SFDR. Actuellement, donc pour faire un petit rappel, les fonds sont catégorisés en 3 catégories, 6, 8 et 9. C'est du déclaratif, donc c'est à la société de gestion de définir à quelle catégorie appartient le fonds. Donc 6, il n'y a absolument pas d'ambition, en tout cas durable, ou alors qu'on est tout simplement neutre sur le sujet. 8, c'est la promotion, c'est à partir du moment où le fonds fait de la promotion, la promotion de critères de durabilité. Et 9, là vraiment, c'est un des objectifs principaux, si c'est l'objectif principal du fonds. Donc c'était le point de départ. Et donc là, désormais, on parle de nouveaux critères. Rien encore n'est définitif, mais on parle de la présence de critères environnementaux et sociaux. On parle de plans de transition, donc de réduction de l'empreinte carbone. Et on parle également de fonds qui ont une stratégie impact, donc les green bonds ou les social bonds, par exemple. D'accord. Merci pour ce petit point réglementaire. Mais voilà, je pense on reviendra dessus dès que ça aura évolué parce que c'est vrai que ça va être un game changer. Il y avait même d'ailleurs dans la consultation la possibilité d'éventuellement complètement mettre à la poubelle la réglementation SFDR et les articles 6, 8 et 9. Donc on verra à quoi ça ressemble, mais ça va prendre du temps parce qu'on sait que la réforme du label ISR, ça a pris 2 ans et demi quand même. SFDR, c'est encore plus compliqué et c'est à l'échelle européenne, donc c'est peut-être pas encore terminé. Soyons patients, Ok, super. Alors maintenant, si on se concentre plus sur Goodvest, moi je trouve que vous avez une énergie incroyable et depuis le départ. J'aimerais que tu nous dises un petit peu où vous en êtes et ce qui vous a finalement motivé avec ton fondateur. Vous êtes 2 cofondateurs à créer cette boîte. Alors Goodvest, pour revenir un peu à la jeunesse du projet, donc j'ai eu l'idée pendant le premier confinement. En fait, je cherchais une solution pour investir ce qui me restait de mon prêt étudiant de manière durable et je fais un peu de crowdfunding, etc. Mais pour les placements liquides, je trouvais très difficilement en fait des fonds ou des ETF qui excluaient les énergies fossiles et qui respectaient l'accord de Paris. Et je me suis rendu compte que c'était un vrai travail de fourmi qui nécessitait une équipe vraiment d'experts. Et donc, je me suis dit qu'il y avait une opportunité pour trouver des solutions pour les particuliers. Donc, c'est comme ça que le projet est né, avec mon associé Antoine Beneteau, qui est le CTO de Goodvest, qui m'a rejoint à peu près 6 mois après, donc une fois qu'il a démissionné de KPMG. Et donc, ensuite, on s'est mis à la recherche d'un assureur, également d'investisseurs et puis de fournisseurs de données climat. Donc là, on bosse par exemple avec Carbon 4 Finance, qui nous fournit les données à la fois sur l'empreinte carbone et sur l'impact sur la biodiversité. Et donc, on a lancé 1 an après la création de Goodvest notre premier produit, qui est la première assurance vie qui respecte l'accord de Paris.
qui a fait un très très bon démarrage, parce que c'était le meilleur. Avec qui vous avez fait? Avec Generali. Ok. Et qui a fait le meilleur démarrage en France pour une assurance vie digitale. Donc, qui était vraiment très bien accueillie. Et après, on a diversifié avec une assurance vie mineure et un plan d'épargne retraite qu'on a sorti en septembre. Et à terme, là, l'objectif, c'est d'avoir une offre vraiment à 360 degrés qui couvre tous les besoins des investisseurs qui souhaitent s'engager avec leurs investissements. Top. Alors, le point que je voulais particulièrement creuser avec toi, c'était la méthodologie, parce que vous avez développé une méthodologie quand même assez rigoureuse. Enfin, en tout cas, c'est la perception que j'en ai. J'aurais aimé que tu nous expliques comment vous y étiez pris au départ pour la construire, auprès de qui vous êtes allé demander conseil, parce que vous n'êtes certainement pas, en tout cas quand vous êtes lancé, des spécialistes sur le sujet. Donc, comment ça s'est mis en route ? Alors effectivement, on a une méthodologie maison qui d'ailleurs est pas du tout figée, on l'a fait évoluer de manière permanente. On a ajouté des nouveaux critères en 2023 qui sont des critères sur la politique de vote des sociétés de gestion. Là, en 2024, on ajoute en mars des critères sur la biodiversité. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on fait évoluer en permanence. C'est une méthodologie en fait en entonnoir. On est parti d'un univers d'à peu plus de 8000 fonds qui étaient des fonds en fait durables, donc article 8, 9 ou labellisés. Et on les a filtrés avec différents critères. On a analysé au final, sur les 8000, plus de 2500 aujourd'hui. Et on les filtre avec des critères d'exclusion sectorielle. Donc on exclut tous les fonds qui sont impliqués dans les énergies fossiles et dans d'autres secteurs néfastes, tabac, armement, divertissement pour adultes, entreprises qui violent le pacte des Nations Unies. On a une très grosse partie des fonds durables qui ne passent pas ce premier filtre. Incroyable. Il en reste combien? C'est quoi l'univers d'investissement qui reste après? Là, sur ce gap-là, on a 80% des fonds durables qui ne passent pas ce filtre. Incroyable. Juste sur les secteurs. Ouais. Mais ça rejoint un peu le point dont on parlait pour les fonds labellisés ISR. Hein. Si on a 88% qui ne passent pas ce filtre, effectivement, c'est un tout petit peu mieux pour le. Si on part d'un univers durable qui n'est pas limité aux fonds labellisés ISR. Ensuite, on a un critère d'analyse de l'empreinte carbone. Donc, on conduit un partenariat avec Carbone 4 Finance. Ça nous permet de construire des allocations qui respectent systématiquement l'accord de Paris. Donc, ça, aujourd'hui, on est vraiment le premier acteur en distribution retail, donc grand public, qui propose des allocations qui respectent l'accord de Paris. Et après, on a ajouté d'autres critères. Donc, effectivement, le critère d'analyse de la politique de vote. On sait que c'est un gros levier pour avoir de l'impact et accélérer les choses. Donc c'est bien de sélectionner les titres les plus durables, mais si on peut pousser les sociétés à aller plus loin, c'est très important. Et enfin, le dernier critère qu'on est en train d'ajouter actuellement, là on est en finalisation, c'est des critères de biodiversité, ce qui est un sujet qui est beaucoup plus complexe encore que l'empreinte carbone. Notamment à cause de la donnée. J'imagine. Effectivement, et puis il y a plein d'indicateurs différents. En fait, sur l'empreinte carbone, on a des indicateurs qui sont assez simples. C'est le nombre de tonnes qui ont été émises, le nombre de tonnes de CO2 qui ont été réduites ou évitées. Et en fait, sur la biodiversité, il y a énormément de choses à prendre en compte. Il y a l'empreinte carbone qui fait partie de la biodiversité, mais il y a la préservation des sols, de la faune, de la flore. Il y a énormément de points différents. Et ça, vous l'avez construit in-house ou vous avez été sourcer ces expertises sur tous ces domaines-là, parce que tout ce que tu as cité, ça requiert à nouveau, pour apporter la transparence nécessaire pour vos clients, ça requiert quand même beaucoup, beaucoup d'analyse. Donc, comment vous avez construit ça? Avec qui vous êtes associé? Alors, on a des fournisseurs de données. Toute la méthodologie, toute l'analyse est faite en interne. Et en fait, donc, on récupère les inventaires des fonds des sociétés de gestion et derrière, on va les faire analyser avec des fournisseurs de données. Donc, Carbone 4 Finance, effectivement. Après, on a pas mal d'autres données qui sont plutôt en open source. SBTI, la notation ACT. Pour tout ce qui est énergie fossile, on a Google et GCEL également. Donc, on a pas mal de fournisseurs différents. Mais sinon, elle a été construite en interne, donc en se basant sur des données et des indicateurs qui sont fournis par des fournisseurs de données. Donc vous avez recruté des analystes On a 3 personnes, effectivement, qui sont dans l'équipe offre ISR, plus un data. Et donc, ils font ça vraiment à plein temps. Super. Comment vous faites évoluer cette méthodologie et comment vous assurez la transparence vis-à-vis des clients? Est-ce que vous êtes audité, par exemple, sur la méthodologie Alors, on est audité, effectivement, dans le cadre, pas spécifiquement sur la méthodologie, mais ça fait partie des choses sur lesquelles on est audité. Mais on est entreprise à mission, donc on a un organisme tiers indépendant qui nous audite tous les ans. On a un comité de mission également qui valide la méthodologie. Et la méthodologie évolue régulièrement parce qu'on cherche toujours à l'améliorer, en ajoutant de nouveaux critères, donc comme la politique de vote, la biodiversité. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on a tendance là de plus en plus à diversifier les classes d'actifs. On vient de lancer un fonds infrastructure verte, qui est en fait le fonds d'Eiffel,
qu'on a ajouté à nos contrats. Et donc, il faut adapter la méthodologie parce que nos critères qui étaient basés sur des fonds d'actions et des fonds obligataires cotés ne s'appliquent pas forcément à l'infrastructure, bientôt à l'immobilier. Et donc, ça évolue là-dessus. Et surtout, on analyse régulièrement à nouveau les fonds dans lesquels on investit. Parce qu'il arrive qu'un fonds dévie, parce qu'il n'était pas investi dans les énergies fossiles. Et là, le gérant, pour une raison peut-être uniquement financière, a choisi de faire un arbitrage et d'investir sur une entreprise dans les énergies fossiles. Et donc, on doit sortir le fonds. Ça nous est arrivé, par exemple, en juillet dernier, avec un fonds. Bad luck. Voilà. On avait trouvé une pépite et puis finalement. Bad luck, mais heureusement, on a des fonds toujours en backup. Et c'est ce qui apporte notre valeur ajoutée, en fait, pour le client final. C'est que non seulement on analyse les fonds à l'entrée, mais surtout on les réanalyse tous les 3 à 6 mois pour en permanence améliorer les allocations. Ouais. C'est quoi la complexité quand on met en place ce genre de modèle, ou les limitations que vous voyez ? Les limitations, c'est en grosse partie les fonds existants, où en fait, aujourd'hui, par exemple, on a très peu de fonds, on n'a même pas de fonds qui excluent certains secteurs, comme par exemple l'aérien, l'agriculture intensive, et donc on est limité par l'existant. Ouais. Donc on ne peut pas avoir une proposition de valeur qui va être forcément au niveau de ce qu'on attend. Les fonds également changent et les politiques des fonds changent en fonction de la réglementation, en fonction des marchés. Et donc, on est en permanence en train de devoir trouver des solutions un peu plus durables. À tel point que là par exemple, on travaille sur un nouveau projet qui est le lancement d'un fonds maison avec une société de gestion, donc partenaire. Okay. Je ne peux pas encore dire laquelle, mais une société de gestion qui est très engagée dans les sujets environnementaux pour pouvoir... Je suis pas Mirova, il n'en reste pas beaucoup, donc je ne vais pas en dire plus. On va pas toutes les citer. Mais ça va nous permettre en fait de créer notre propre cahier des charges, et donc effectivement de passer cette limite du fait qu'on ne gère pas le fonds en fait, le fonds final. Et donc là désormais on a notre mot à dire et on peut vraiment influencer la stratégie du fonds et être certain qu'elle s'éloigne pas de nos critères et au contraire qu'elle va encore plus loin que nos critères de sélection habituels. Ouais. Alors tu as parlé des fonds d'infrastructure. Il y a aussi la possibilité d'investir dans des actifs réels. Est-ce que vous y avez songé ? Est-ce que c'est dans les plans ? C'est dans les plans, effectivement. On veut vraiment... la stratégie de Goodvest, c'est vraiment de diversifier et d'avoir une offre à 360 degrés. Donc on veut couvrir tous les besoins. Produits structurés, immobilier. Là, on a lancé effectivement l'infrastructure verte. On va aller aussi sur le private equity. L'objectif, c'est de couvrir vraiment toutes les classes d'actifs. Sauf la crypto. Alors, non, mais en fait, la crypto verte, un jour, pourquoi pas. Si ça fait sens et que c'est une demande des clients, pourquoi pas. Alors, j'aurais aimé que tu nous parles du parcours client. Pour des jeunes pousses comme la vôtre, il y a un FOMO au départ, un intérêt auprès de vos cercles de proches. Donc, j'imagine que quand vous avez lancé, il y avait probablement beaucoup d'animations autour de ce cercle-là. Comment est-ce que vous parvenez maintenant à aller chercher du client en dehors de ce cercle ? Effectivement, au début, on avait commencé en accumulant des préinscriptions. On en avait à peu près 3000 au moment du lancement. Donc, c'est comme ça qu'on a démarré. Là, désormais, on est sur une stratégie d'acquisition qui est très diversifiée. Il y a énormément de canaux d'acquisition différents. Là, on vient de lancer aujourd'hui même une campagne sur BFM Business, une campagne pub radio. On fait des partenariats avec des cabinets de gestion de patrimoine, avec des néobanques. Par exemple, on est la solution d'assurance vie qui est complètement intégrée en marque grise par la néobanque verte Helios. Okay. On a des partenariats avec d'autres fintechs qui sont comme Bankin, Linkso. Sinon, on fait beaucoup de bouche à oreille, du SEO. Donc, on est vraiment sur une stratégie d'acquisition qui est en tout cas à tester quasiment tous les canaux qui sont possibles. Vous avez combien de clients aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a plus de 7000 clients. D'accord. Donc, en 2 ans et demi. Et on a 60 millions, un peu plus de 60 millions d'euros d'encours. D'accord. Alors, j'étais très étonnée que vous étiez lancé dans la gestion privée. La question que je me posais, c'est parce que c'est le minimum, je crois que c'est 100 000 euros. Chez nous, oui. Est-ce que c'est rentable d'aller sur la gestion privée, sachant que, et moi je viens de ce milieu-là, le coût d'acquisition est beaucoup plus élevé ? Quelle est la logique derrière ? Alors nous, on n'a pas de stratégie d'acquisition qui est spécifique à la gestion privée. C'est-à-dire que c'est une de nos offres et on accompagne des clients privés. Mais on ne va pas avoir des campagnes publicitaires qui sont dédiées aux clients privés. D'accord. Donc, c'est opportuniste en fait. Voilà, c'est opportuniste. Donc conséquemment, on n'a pas de coût d'acquisition qui est spécialement plus élevé sur les clients privés, puisqu'on ne les target pas spécifiquement dans nos campagnes. Mais alors du coup, qu'est-ce que tu leur offres à tes clients de 100 000 et plus ? C'est un accompagnement en fait, qui est un peu plus personnalisé. On va pouvoir les accompagner sur d'autres sujets, donc la déclaration d'impôt. On va pouvoir les conseiller en fait, aussi sur leur allocation d'épargne en dehors de ce qui est chez Goodvest, parce qu'on ne propose pas encore tous les produits. Non. Et ils ne vont pas forcément mettre nécessairement tout en assurance vie et en PER.
Donc on va les conseiller en fait de manière un peu plus globale. Donc en analysant le patrimoine Exactement. Au regard des éléments de durabilité. Effectivement, on leur propose par exemple d'analyser des fonds Ouais. qu'ils peuvent avoir dans leur banque classique, etc., sur la question climatique. Et donc c'est cette analyse-là qu'on propose à ses clients. D'accord. Par rapport à tout ce qu'on s'est dit, est-ce que tu vois un élément que tu aimerais creuser davantage et dont on n'a pas parlé ? On a un peu démarré le podcast comme ça. Le problème en finance durable, c'est la présence de greenwashing. En fait, le greenwashing, c'est communiquer sur des choses qui sont fausses. Et en fait, c'est un manque de transparence. Et la manière dont on a combattu ça chez Goodvest, c'est certes avec une méthodologie maison qui est scientifique et qui est transparente, mais aussi grâce à un onglet impact qui est complètement unique sur le marché, où on permet aux particuliers, à nos clients, de visualiser l'empreinte carbone de leur épargne, les émissions de CO2 qui ont été produites, les émissions de CO2 réduites, évitées, par fonds, et de donner par exemple sur l'infrastructure verte. On fournit en fait le nombre d'emplois également qui ont été créés, l'empreinte carbone de chacun des projets, et donc on fournit un niveau de transparence qui est très très élevé. Et ça, c'est en ligne, disponible à n'importe qui ou uniquement aux clients ? C'est uniquement aux clients parce qu'en fait c'est lié au portefeuille. Oui, bien sûr. Après, on a aussi des éléments de transparence pour les prospects sur notre site internet où on détaille chacun des thèmes, chacun des fonds avec des exemples d'entreprises, les critères de sélection. Et peut-être qu'un jour, on sera amené à permettre également en ligne aux prospects d'analyser leur portefeuille ailleurs. C'est un sujet intéressant. Il y a aujourd'hui une solution qu'ils proposent qui est Rift. Je ne sais pas si tu connais, qui a été créée par Lita.co. Ah, je connaissais pas ça. Intéressant. Voilà, c'est une appli mobile en fait qui te permet de rentrer tes fonds et de visualiser l'empreinte carbone de tes fonds. Ok. C'est une analyse qui est un peu moins poussée que la nôtre, mais qui a la particularité de couvrir tous les fonds du marché. Ouais. Donc c'est un peu une sorte de UK de la finance. Et donc c'est assez intéressant comme modèle. Top. Alors vous avez fait une levée de fonds récemment avec notamment Ring Capital, dont on salue Nicolas Cellier qui nous écoute peut-être, et d'autres investisseurs. Oui. Parmi lesquels ? Donc on a fait une levée effectivement de 10 millions d'euros fin 2023. Ring Capital était notre fonds lead, ouais, c'est ça, qui est rentré donc sur la Série A. On a également eu des investisseurs existants qui ont réinvesti, comme Polytechnic Ventures, donc le fonds de l'école Polytechnique, ouais, et ALM Innovation, le fonds d'ingénierie mondiale. Avec en plus de ça également quelques business angels, family office, ok, qui ont participé à la levée de fonds. Alors ça vous emmène où ? Alors ça nous fait une runway qui est assez bonne, assez longue. On a 24 mois de runway à peu près. Et surtout, ça va nous permettre de nous rapprocher énormément de la rentabilité. Parce que là, on a une très belle croissance depuis le début, mais en particulier ces derniers mois. Et donc, ça nous permet vraiment de nous rapprocher de la rentabilité. On fera peut-être une levée de fonds en 2025, mais on sera vraiment pas loin de la rentabilité à ce moment-là. Merci beaucoup, Joseph, pour ta transparence. J'aurais aimé que tu nous quittes avec une recommandation. Qu'est-ce que tu nous recommandes aujourd'hui ? Un petit peu de lecture. Je vais recommander un livre d'Olivier Norek, qui est un très très bon écrivain de polar, qui a écrit un livre qui s'appelle Impact, qui raconte l'histoire d'un activiste qui a perdu sa fille en fait et qui cherche à vraiment faire avancer de manière un peu radicale la transition écologique. On s'approche presque du terrorisme. Mais c'est un polar, donc c'est fictif, mais c'est très intéressant. Et surtout, il prend deux exemples en fait dans ce livre, un sur un fournisseur d'énergie fossile et un sur un financeur d'énergie fossile. Donc c'est une petite référence à ce qu'on fait chez Goodvest en finance verte. Impact. Merci beaucoup, Joseph. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.